22h30, merci d'être avec nous. Voici les grands titres de l'actualité ce soir. Coup de théâtre dans l'affaire Griveaux. Piotr Pawlenski a été remis en liberté un peu avant 20h. L'artiste russe est mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, mais il a pu quitter libre le palais de justice. Le parquet avait requis son placement en détention provisoire. Face aux journalistes, Pawlenski a expliqué qu'il avait agi seul et qu'il ne regrettait pas son geste. L'autre protagoniste du dossier a également été mise en examen. Alexandra de Taddeo, 29 ans, a pu regagner son domicile dans l'après-midi. Elle a confirmé aux enquêteurs être la destinataire des fameuses images à caractère sexuel, mais elle nie être impliquée dans leur diffusion. Qui est cette jeune femme, étudiante, russophile? Son portrait dans quelques minutes. Et puis dans l'actualité, il y a aussi le discours d'Emmanuel Macron à Mulhouse. Notre ennemi, c'est le séparatisme, dit-il, mais il refuse de faire un plan contre l'islam. Le président estime que ce serait une faute profonde. C'est presque une conférence de presse improvisée qui a eu lieu ce soir devant le palais de justice de Paris. Piotr Pawlenski s'est retrouvé en sortant ce soir de son entrevue avec le juge d'instruction face à une nuée de journalistes. Il a pu expliquer son geste, confirmer qu'il ne regrettait rien. Il est donc mis en examen, placé sous contrôle judiciaire, mais libre. Écoutez. Bien sûr, je suis content que je fais ça, bien sûr. Parce que ça a été une situation très dangereuse. 6 personnes qui commençaient son campagne avec grande hypocrisie, avec cette grande mensonge, grande méprise contre tous les Parisiens, si cette personne prend le pouvoir. Non, c'est monstrueuse situation. Voilà les quelques mots donc de Piotr Pawlenski. On va retrouver tout de suite devant le palais de justice de Paris notre envoyé spécial Alexandre Chauveau. Vous avez pu assister à cette sortie ce soir de Pawlenski, l'artiste russe qui finalement avait l'air lui-même un peu surpris d'être remis en liberté. Oui, surpris parce qu'on le rappelle, il a été mis en examen mais sans mandat de dépôt, c'est-à-dire que, et vous l'avez vu, il a pu sortir ce soir libre du palais de justice de Paris. Il a en revanche été placé sous contrôle judiciaire. Il a donc l'interdiction d'entrer en contact avec sa compagne et l'obligation de pointer une fois par mois au commissariat. Dans l'autre affaire, en revanche, celle du 31 décembre, où il est soupçonné d'avoir blessé 2 personnes à l'arme blanche, il n'a pas été mis en examen. Et plus tôt dans l'après-midi, c'est sa compagne, Alexandra de Taddeo, qui elle aussi a été mise en examen pour atteinte à l'intimité de la vie privée et diffusion de vidéos à caractère sexuel sans le consentement de la personne. Elle aussi est ressortie libre du palais de justice. Elle a été également placée sous contrôle judiciaire, tout comme son compagnon, avec les mêmes obligations. Mais elle a parlé au cours des auditions. Elle a dit qu'elle était bien la destinataire des vidéos, qu'elle les avait effectivement conservées plusieurs mois sur son téléphone portable, mais elle a nié son implication dans leur diffusion. Merci beaucoup Alexandre Chauveau pour toutes ces précisions en direct donc du palais de justice. Sarah Lou Cohen est avec nous. Je salue aussi Maître Avi Bitton, vous êtes avocat en droit pénal. Merci d'être avec nous parce qu'on se pose beaucoup de questions, autant vous le dire ce soir après cette décision du juge d'instruction. C'est bien un juge qui a décidé. Une juge. Une juge en l'occurrence. Voilà. Une juge en l'occurrence, contrairement au parquet qui lui avait plutôt demandé un placement en détention, mais dans l'autre volet du dossier, c'est bien cela? Voilà, il y a 2 affaires, l'affaire Griveaux, l'affaire du 31 décembre qui intéresse moins, mais qui est quand même, malgré tout, dit des choses sur le personnage. L'affaire du 31 décembre, pour laquelle il était recherché par la police, qui justifie son interpellation, et puis après se greffe l'affaire Griveaux. Et c'est dans le cadre de l'affaire du 31 décembre, on rappelle, c'est quoi cette affaire? Le 31 décembre, il est invité par Juan Branco à passer le réveillon chez sa compagne, chez la compagne de Juan Branco. Et vers 2h du matin, il y a une violente dispute qui éclate. Piotr Pawlenski raconte que plusieurs personnes s'en sont prises à lui et il y a eu des blessés. Ces blessés ont porté plainte en disant que Pawlenski les avait attaqués à coups de couteau. Donc il y a 2 blessés, notamment un qui est blessé au visage. Et donc ils ont porté plainte. Une enquête a été ouverte et il était recherché par la police. La police qui le recherchait, mais pas très activement, jusqu'à ce que l'affaire Griveaux arrive. Et donc c'est dans le cadre de cette affaire du 31 décembre que le parquet avait requis son placement
placement en détention provisoire. Il ne pouvait pas le faire dans le cadre de la première affaire, parce que la première affaire, l'atteinte à la vie privée, c'est une peine maximum de 2 ans de prison. Donc ça ne justifie pas un placement en détention provisoire. Donc de toute manière, il ne pouvait pas le faire. Donc beaucoup ont dit en fait d'intégrer l'affaire du 31 décembre, c'était une façon de justifier un éventuel placement en détention provisoire. Finalement, il y échappe. La juge est passée outre, n'a pas suivi les réquisitions du parquet et il est ressorti libre avec un contrôle judiciaire à peine serré. Alors, j'entends évidemment vos explications, Sarah Le Cohen, qui sont très précises. Maître Bitton, est-ce que dans ce cas précis, compte tenu de l'ampleur de l'affaire, de son retentissement médiatique, la juge aurait-elle pu faire une entorse et prendre une autre décision, selon vous? J'ai une révélation à vous faire. Il y a encore des juges indépendants dans ce pays. Le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République, qui est statutairement aux ordres du gouvernement et du ministre de la Justice. Le procureur de la République a tout fait dans cette affaire pour envoyer Piotr Pawlewski en détention provisoire. Comment ? En raccrochant cette prétendue affaire de violence volontaire du 31 décembre à cette petite affaire de violation de la vie privée. Mais le juge d'instruction, qui est indépendant statutairement, ne s'y est pas laissé prendre. Non seulement il n'a pas mis en détention Piotr Pawlewski, mais surtout, il ne l'a même pas mis en examen pour cette prétendue affaire de violence volontaire où Piotr Pawlewski dit « j'ai été agressé par une dizaine de personnes et je me suis défendu ». Il n'est même pas mis en examen dans cette affaire. Pas encore, il n'a pas statué. Il n'a pas statué. Il est convoqué dans 2 semaines. C'était le moment de le mettre en examen. Je veux dire, c'est l'issue de la garde à vue. Il est placé sous contrôle judiciaire dans l'affaire d'atteinte à la vie privée. Mais il n'est même pas mis en examen dans cette affaire de prétendue violence volontaire. On peut signaler aussi que Alexandra de Taddeo, elle aussi, Sarah Lou, est mise en examen, mais là c'est moins surprenant. Elle est ressortie libre de cette audition, entre guillemets. Elle a confirmé le rôle qu'elle a eu dans cette affaire, selon elle. C'est-à-dire que c'est bien elle qui est la destinataire de ces fameuses vidéos. Oui, alors ça, elle ne l'a jamais nié, elle l'a redit devant les enquêteurs, elle a été la destinataire, elle a gardé ces vidéos pendant plusieurs mois, puisque ces vidéos, elle les a dès mai 2018 et elles ne sortent que maintenant. Mais en revanche, elle conteste totalement, ça c'est sa ligne de défense, les avoir diffusées. Toute la question, c'est pourquoi elle les a gardées. Son avocate explique qu'elle les a gardées pour se protéger. Pour se protéger de quoi En tout cas, elle nie avoir voulu se venger de Benjamin Griveaux. C'est pas une vengeance personnelle, dit-elle. En tout cas, elle, aujourd'hui, elle soutient son compagnon dans cette démarche, là aussi. Et elle, contrairement à lui, a plutôt parlé aux enquêteurs, alors que lui est resté silencieux. Qu'est-ce qu'elle risque sur le papier? Sur le papier, comme lui, dans cette affaire-là, ils encourent 2 ans de prison et 60 000 € d'amende. Maître Bitton, là... S'ils sont renvoyés devant un tribunal, on n'en est vraiment pas encore là. La mise en examen de Mademoiselle de Taddeo vous paraît logique? Elle n'est pas surprenante, mais ça ne veut pas dire qu'elle est coupable. C'est une mise en examen pour permettre à la justice de la placer sous contrôle judiciaire, de s'assurer de sa présence lors des auditions. Mais il est tout à fait possible qu'à l'issue de l'instruction, il y ait un non-lieu la concernant et qu'elle ne soit pas renvoyée devant le tribunal. L'enquête va suivre son cours. Les mots de Piotr Pawlewski à la sortie du palais de justice sont quand même assez surprenants. Faut le noter, non? Il évoque un procès politique. Vous êtes vraiment surpris? Finalement. Alors, pas par lui, mais on n'a pas trop l'habitude d'avoir ce genre de déclaration. On était surpris déjà d'abord, il sort, ça c'est vrai, et puis en plus qu'il s'exprime, donc ça c'est vrai. Après, sur ce qu'il dit, il est finalement en cohérence avec ce qu'il a dit jusqu'ici. Il assume complètement ce qu'il a fait, il le revendique. Ce qui est nouveau, en tout cas, puisqu'il y a quand même cette thèse qui a circulé sur le fait qu'il était lui-même manipulé, que le cerveau de cette affaire, c'était Juan Branco. Là, il dit, non, j'ai imaginé le truc tout seul, je suis le seul à avoir fait ça. Et il écarte aussi, il met de côté sa compagne pour ne pas la mettre en cause du tout. Il en parle très peu. Et puis, il balaye aussi de la thèse de l'espion russe. Il dit, je ne suis pas un agent du KGB. Et il menace, il dit, je vais continuer mon projet contre d'autres fonctionnaires, contre d'autres hommes politiques. Et ça, évidemment, comme il y a cette histoire possible d'autres vidéos dans ce téléphone portable, ça a de quoi inquiéter peut-être d'autres personnalités. Écoutons justement Piotr Pawlewski à sa sortie du palais de justice.
Bien sûr, j'étais sûr que je vais aller à prison. Aujourd'hui, bien sûr, j'étais sûr. Pour moi, ça a été très bizarre. J'étais très surprenant quand le juge d'instruction me dit « Ok, aujourd'hui, vous êtes libre. Et maintenant, c'est contrôle judiciaire. Et première convocation, c'est 3 mars. » Non, pour moi, c'est surprenant. Bon, voilà, donc... Lui, il pensait aller en détention. Oui, c'est pour ça qu'on est tous un peu surpris ce soir. Oui, Benoît? Non, c'est pas la Russie finalement. Il essayait de trouver le parallèle. Hein. Benoît Jeudi, un commentaire? Oui, c'est pas la Russie et c'est le même homme qui se plaint du régime, pour reprendre ses mots, hein, le régime politique en France, qui finalement est peut-être mieux que ce qu'il dénonce par ailleurs, puisque il est un peu en guerre contre le régime, pour reprendre son mot, de Macron. Associé en ça à Juan Branco, qui lui aussi est un opposant virulent contre... Juste un mot quand même sur Juan Branco, qui ici même parlait de cachot. Manifestement, on sort du cachot pas en trop mauvaise forme, aussi bien pour monsieur Pawlenski que pour mademoiselle de Tadeo. Juan Branco, effectivement, on s'interroge toujours, juste d'un point précisément, il n'y a absolument aucun soupçon pour l'instant officiel, aucune charge contre Juan Branco. Pour l'instant, à ce stade, non, il n'y a aucun élément. La seule menace qui pèse aujourd'hui sur lui, c'est cette fameuse enquête déontologique qui a lancé le bâtonnier et qui pourrait avoir des développements dans les prochains jours. Sur son activité d'avocat. Exactement. Maître Bitton. Oui, on va apporter quelques précisions. Premièrement, l'enquête déontologique qui a été ouverte par le bâtonnier, selon les propres termes du bâtonnier, visait uniquement à déterminer si Juan Branco pouvait ou non assurer la défense de Piotr Pawlenski. C'était le périmètre de cette enquête. Première chose. Deuxième chose, justement, à propos de la désignation de Juan Branco comme avocat par Piotr Pawlenski. Depuis le début de la garde à vue, c'est maintenant établi, ça a été confirmé par Piotr Pawlenski, il voulait désigner comme avocat Juan Branco. Juan Branco, pendant toute la garde à vue, n'a pas pu s'entretenir avec son client, n'a pas pu l'assister lors des auditions. Et on se rend compte, à l'issue de toute cette affaire, on se rend compte de quoi? Que finalement, Juan Branco n'est pas placé en garde à vue, il n'est pas mis en examen. En un mot, que rien ne l'empêchait juridiquement d'assister son client. Donc, il va falloir se poser la question, pourquoi il n'a pas pu assister son client pendant toute cette garde à vue? D'autant plus, la question se pose que Piotr Pawlenski est mis sous contrôle judiciaire. Il a une interdiction, c'est de rencontrer sa compagne, qui est, elle aussi, mise en examen. Mais dans le contrôle judiciaire, il n'a aucune interdiction de rencontrer Juan Branco. Donc, s'il n'y avait aucune interdiction de rencontrer Juan Branco, pourquoi Juan Branco n'a pas pu l'assister normalement pendant toute cette procédure? Alors, j'aimerais maintenant qu'on évoque avec Benoît Gallaret, toujours en marge de cette affaire, le sondage qui fait beaucoup parler aujourd'hui sur les réseaux. C'est un sondage de l'IFOP, c'est sérieux quand même, sur cette affaire, qui a été commandé par... Tenez-vous bien. Cam4. Cam4. Cam4, pardon. Et Haute Vidéo. Ce sont 2 sites pornographiques. Que vous ne connaissez donc pas, l'honneur est sauf. Bruce sait très bien. Qui aurait pensé lire un tel sondage il y a encore quelques jours? Non mais imaginez, sérieusement. Allô? Avez-vous vu le zizi de Benjamin Griveaux? Non mais c'est ce qui s'est passé. Et les sondés ont répondu à 8%. Oui, je l'ai vu, 8%, ça fait quand même 536, je fais un petit calcul, 536 000 Français qui en ont vu au moins un extrait, nous dit l'enquête, Jacques Chirac battu à plat de couture. Ça fait, si on ajoute à ça ceux qui en ont juste entendu parler, là on atteint les 74%, soit près de 50 millions de Français. Si, bien sûr, et on ne remet pas en cause l'IFOP, leur échantillon de 1000 personnes interrogées est bien représentatif. L'IFOP qui en profite surtout pour sonder l'ampleur de l'usage en France des messages à caractère sexuel, des pratiques qui se sont généralisées depuis l'apparition des smartphones. En effet, mais alors, première leçon, on est un peu surpris, le ham-ham par téléphone, c'est pas si répandu que ça, 14% seulement, j'allais dire, des Français ont déjà envoyé des nudes, comprenez, des photos à poil, mais sans surprise, plus on est jeune,
plus on s'y adonne. Regardez, chez les anciens de plus de 65 ans, on est à 2% et on monte à 31% chez les 18-25 ans. Alors, ça veut dire quand même, rendez-vous compte, que près d'un tiers des jeunes ne pourront jamais devenir maire de Paris, Bruce. Oui, c'est ça. C'est ça compétent. C'est grave. Plus surprenant, l'IFOP tente une répartition de cet usage des nudes selon la proximité politique. Ouais, alors je sais pas trop quoi faire de ces chiffres, mais les voici parce qu'ils valent le coup, brut, dans toute leur rigueur scientifique. Quel parti compte les membres qui photographient le plus leurs membres et leur parti? Voilà, Verdict, Europe bien. Écologie Les Verts. Hein. Alors sans surprise, parce que j'ai réfléchi, est-ce qu'on dit pas d'un retraité qui est encore un peu dragueur, il est toujours vert? Bien, Donc bien aussi. Je pense que bien c'est la seule explication que j'ai pour l'instant. Juste derrière, on trouve le Rassemblement National, où on envoie directement des nudes, et la France Insoumise, où on préfère là les sextos, comprenez? On se chauffe, mais seulement avec des mots. Hein, c'est un peu plus poétique. Les plus frileux, on le voit, ce sont les Républicains, ou alors ce sont simplement ceux qui l'avouent le moins aux C'est ça. sondeurs. C'est possible aussi. On a encore le droit de faire des cachotteries, hein, même à l'IFOP. Hein. Dernier chiffre que vous avez choisi dans ce sondage très instructif, moi, ceux qui regrettent. Benjamin Griveaux en fait sans doute partie, mais l'étude ne le dit pas. Et en effet, parmi ceux qui ont déjà envoyé ces clichés de olé olé, ils sont 53% à vivre depuis dans la peur du revenge porn, c'est-à-dire que ce soit diffusé sur les réseaux sans leur consentement. C'est le risque, hein. Alors juste une petite règle pour pas connaître ce stress éventuellement. On n'envoie rien avec son téléphone qu'on voudrait pas voir un jour C'est en ça. public, parce que même si on a confiance dans le destinataire, on peut pirater, on peut toujours récupérer ces fichiers-là et on ne sait jamais qui va finir par l'exploiter. Merci beaucoup, Benoît. Tout le monde sourit ou rigole sur le plateau, mais là, on est quand même face à quelque chose qui est pas loin d'être un sujet de société. Mais c'est un sujet de société. Le revenge porn, pour le coup, quand on s'adresse en fait pour avoir souvent des jeunes adolescents face à moi, c'est une de leurs préoccupations premières. Il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui, que ce soit au collège, au lycée, qui se sont retrouvés dans cette situation avec des nudes, donc ou des vidéos qui ont été comme ça balancées sur les réseaux, sur Snapchat, etc. Et ça participe en fait d'un harcèlement scolaire qu'on retrouve de plus en plus. Et ce qui est très intéressant, et je vous invite à la lire, une tribune de la réalisatrice Ovidie qui parle du revenge porn en disant qu'elle aurait préféré en fait que Benjamin Griveaux assume en disant oui, effectivement, c'est bien moi, mais comme beaucoup de gens dans cette population, j'ai été victime de revenge porn et il faut faire quelque chose contre ça. On voit à quel point la justice, là pour le coup, s'est empressée et le procureur s'est empressé de se saisir de cette affaire. On voudrait que ce soit le cas pour toutes ces jeunes filles, pour toutes les jeunes filles ou jeunes hommes qui sont mais qui ont été déférés arrivés en justice en 2019. Avant d'arriver en justice, il y en a beaucoup qui portent plainte ou qui tentent de porter plainte et qui se retrouvent avec des juges ou avec des policiers qui s'entendent dire vous n'avez qu'à fermer vos réseaux. Mais c'est un phénomène quand même qui devient plus important parce que c'est avec 500 affaires, ça commence à être plus important. Ça n'existait pas il y a encore quelques années. Maître, ce sont des dossiers que vous voyez arriver en effet. Ah oui. Depuis la loi de 2016 qui a créé ce délit de revenge porn, j'ai eu à défendre à la fois des victimes, à la fois des auteurs. Ce que je peux vous dire effectivement, c'est que j'ai jamais vu un auteur aller en détention provisoire pour ce genre d'affaires, et que même lorsqu'il est condamné, à ce jour, je n'ai pas vu dans mes dossiers en tout cas de prison ferme. Et souvent, en réalité, il suffit d'une lettre d'avocat à l'auteur pour que tout s'arrête. On n'a souvent même pas besoin d'aller porter plainte ou d'aller plus loin. On envoie une bonne lettre d'avocat à l'auteur, on lui fait comprendre qu'il doit vite supprimer tous les messages, les vidéos, ne pas les diffuser. On lui rappelle les peines encourues et ça s'arrête là. Alors, Avis Bitton, moi j'ai une question pour vous, parce que quand on entend Piotr Pawlenski qui dit « je vais continuer cette mission et je vais outer encore d'autres personnalités », est-ce qu'on a un moyen juridique de l'empêcher de faire ça ? C'est une question très difficile. Je n'ai pas eu accès à l'ordonnance prise par le juge d'instruction qui fixe certaines obligations du contrôle judiciaire de Piotr Pawlenski. Dans le cadre de cette ordonnance, peut-être que le juge lui a indiqué certaines obligations, certaines restrictions, certaines interdictions. Mais vous savez, le problème de la liberté d'expression, vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui un jour a diffamé, qui un jour a porté atteinte à la vie privée, vous ne pouvez pas, ad vitam aeternam, lui dire « vous ne pourrez plus vous exprimer ». C'est très difficile. En réalité, Piotr Pawlenski, il sait que s'il commet de nouveaux faits, il risque à nouveau d'être placé en garde à vue et peut-être, cette fois-ci,
d'être placé en détention provisoire. Et donc, c'est à lui de prendre ses décisions et ses responsabilités. Mais je le répète, une personne qui est diffamée un jour sur un plateau de télévision, vous ne pouvez pas lui interdire toute sa vie de s'exprimer sur Internet, sur un plateau de télévision ou quoi que ce soit. Donc sachant qu'il a déjà fait de la détention, c'est peut-être pas ça qu'il arrêtera. Il a plus ses ordinateurs, il a plus ses téléphones, donc tout ça, pour l'instant, c'est entre les mains des enquêteurs. Cette affaire, Sarah Lecoët, vous qui êtes rompue à ces chroniques judiciaires, à ces informations judiciaires, est-ce qu'elle est, d'un point de vue du monde de la justice, vécue comme une affaire inédite par son ampleur, par son caractère ? Du point de vue des juges, non, vous savez, les juges, ils ont l'habitude de voir un certain nombre de dossiers. Oui.